Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis très heureuse d'ouvrir cette session d'une série de sessions exclusives des neurosciences, car Sophie Roland est neuroscientifique. Et d'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu de ton parcours. Et vous savez, on a fait un live que je vous invite à revoir sur notre chaîne YouTube. Vous allez en direct et donc vous allez découvrir le trio que nous avons fait avec la docteure Evelyne Bourdieu-Arroy, avec laquelle tu as écrit ce livre sur les grands métabolismes. Et justement, la dernière fois, j'ai fait un live avec Ness Eden, qui est un journaliste scientifique, sur les muscles squelettiques qui est écrit par le docteur Gabrielle Lyon. Alors, Gabrielle Lyon, elle est à l'origine de la muscle-centric medicine, c'est-à-dire la Oui, médecine centrée au niveau des muscles. Et on exact. va essayer d'être un peu plus grand public ensemble, un peu plus pragmatique, car toute la technique, vous l'écouterez sur ce live. On ne va pas recommencer à vous saouler avec des AMPK et des mTOR, mais il va falloir. J'aimerais que chacun comprenne que notre santé métabolique euh, dépend bien sûr de notre alimentation, bien sûr, mais aussi de notre masse musculaire et surtout de nos muscles squelettiques, Absolument. car ils ont tous des récepteurs. C'est un énorme organe de récepteurs à l'insuline, mais aussi de récepteurs à la thyroïde. Donc tout marche ensemble, hein. Absolument. Donc, pour que les gens comprennent qui tu es, j'aimerais que tu dises rapidement ton parcours parce que tu as beaucoup souffert et on s'adresse à des gens qui essayent de solutionner des problématiques. Les gens bien heureux qui digèrent des cailloux, qui ont une forme olympique, qui ont mal nulle part. Bah, écoutez, vous écouterez peut-être ce podcast dans 10 ans quand vous commencerez peut-être un jour à avoir des problèmes en vieillissant, car en vieillissant, eh bien, on passe à la caisse, hein. Et si on n'a pas respecté notre corps, respecté nos métabolismes, on n'a qu'une voiture, hein, notre corps, c'est Ah oui, notre véhicule pour la vie. Et ce véhicule absolument. pour la vie, je le disais hier à une personne qui était en train de fumer à côté de moi, qui était jeune, mais je lui ai dit, mais tu te rends compte que tu ne changeras pas de corps. Et là, non seulement avec tous les perturbateurs endocriniens qu'il y a de partout, que ce soit dans tes cosmétiques, dans l'essence, dans ta bouffe, etc., en plus, tu t'intoxiques toi-même de façon volontaire. Fais gaffe, regarde, écoute, respecte ton corps parce que si tu veux qu'il t'amène au bout en bonne santé, ben, respecte-le. Et justement, j'aimerais que tu nous parles de ton parcours parce que il est intéressant, hein, de souffrance, mais aussi de solutions puisque tu as tout Absolument. solutionné. C'est ça, hein? Absolument. En fait, moi, j'ai grandi avec une maman qui a essayé tous les régimes, toutes les diètes possibles. Au Québec, on en a toute une panoplie, vraiment, là. À 18 ans, je faisais une diète, en fait, et quand j'allais dans les regroupements, parce que c'était en présentiel, on se pesait devant tout le monde, puis on applaudissait les gens qui avaient perdu 1 kilo, un demi-kilo, puis on s'applaudissait. Puis toute ma vie, j'ai fait les fameux régimes yo-yo. Je voulais perdre du poids. J'ai une relation très complexe avec la nourriture. C'est rare. Moi, je pesais 40 kilos de plus, 80 livres, 40 kilos environ de plus, toute ma vie. Je faisais le yo-yo. Je dis souvent à la blague, que j'ai perdu 500 kilos et que j'en ai repris, 600 parce qu'à chaque fois, on en reprend un petit peu plus et tout ça et c'est difficile et j'ai une relation complexe avec la nourriture. Je me suis beaucoup, beaucoup servi de la nourriture pour, me réconforter, pour m'apaiser, parce que j'étais triste, parce que je m'ennuyais, parce que j'avais quelque chose à fêter, parce que mes plans étaient tombés à l'eau. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut manger. Et ça, bien évidemment, quand on a envie de se servir de la nourriture pour se réconforter, on ne sait pas à ce moment-là on a envie d'un morceau de saumon. C'est pas ça du tout qu'on cherche comme type de nourriture. Donc oui, j'ai beaucoup mangé, je disais que j'étais une mangeuse émotive. Je mangeais mes émotions. Et je trouvais pas une façon, j'ai jamais trouvé une diète qui m'allait. Et c'est normal parce que quand on mange en coupant
les calories, qu'on ne regarde pas la densité nutritionnelle, on n'apprend pas à manger, on n'apprend pas à mastiquer, à savourer, on ne mange pas comme nos ancêtres, hein, on mange le moins de calories possible dans l'idée de créer un déficit calorique qui va forcer le corps à fouiller dans ses réserves. Et ça marche. Ça marche pendant un certain temps. Et à un moment donné, le corps est pas idiot. Donc, il va faire plusieurs, va changer sa façon de brûler l'énergie, va devenir très efficace pour fonctionner à moins d'énergie, à moins de calories. Il va laisser tomber des processus qui sont pas essentiels pour lui, par exemple, avoir une belle peau ou avoir des beaux cheveux, faire des ovocytes, des ovules, faire des spermatozoïdes, hein. Donc, quand le corps est en ration, en famine, quand il ne reçoit pas tout ce qu'il a besoin pour bien fonctionner, ben, il fait des arrangements pour pouvoir vaquer à l'urgent puis laisser de côté ce qui peut lui sembler plus superflu. Et là, c'est à ce moment-là que les envies, les frénésies, en anglais, on dit les cravings, augmentent. Ça devient obsessionnel. On n'est pas capable de maintenir ça sur le long terme. Et c'est à ce moment-là qu'on recommence à manger normal et que le poids repart de plus belle. Et là, je vais te faire un lien tout de suite avec l'importance de la masse musculaire. La masse musculaire, oui, c'est un des plus gros organes du corps entier. On a des muscles partout, hein, des orteils jusque dans le cou. On n'a pas de muscles dans le cerveau, mais dans le cou, on en a plusieurs avec des ligaments et tout ça. C'est un des plus gros organes. Donc, nécessairement, c'est une structure qui consomme beaucoup d'énergie. C'est une structure qui consomme beaucoup de calories, qui utilise en fait les nutriments on entre par la bouche pour fonctionner. Notre voiture a besoin d'essence, notre corps a besoin d'énergie pour fonctionner, c'est la même chose. Et une voiture, on n'en a qu'une, un corps, on n'en a qu'un. Effectivement, j'adore ça. Il faut en prendre soin le plus tôt possible, évidemment, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à bien faire les choses. Toujours est-il que quand on fait un régime qui met le corps en état de famine, le corps n'aura pas le choix d'aller piger dans sa masse musculaire. La masse musculaire, c'est ce qui fait en sorte que notre métabolisme de base, c'est-à-dire les calories qu'on brûle à l'état végétatif. Imaginez-vous un dimanche après-midi de pluie torrentielle et que vous écoutez Netflix de votre réveil jusqu'à votre sommeil. Donc, on peut s'entendre que c'est le niveau minimum d'énergie que le corps va dépenser. Il va faire battre votre cœur, il va faire circuler votre sang, vous allez respirer, donc vos poumons vont ventiler. Vous allez sûrement manger quelque chose au lit, donc vous allez faire de la digestion. Puis vous allez peut-être vous lever une fois ou deux pour aller à la salle de bain. Toujours est-il que vous êtes à votre niveau d'énergie minimum. Et ça, c'est le métabolisme de base. Donc, ce qui contribue aux besoins caloriques, aux besoins d'énergie du métabolisme de base, c'est en grande partie la masse musculaire. Quand on fait un régime hypocalorique, quand on coupe beaucoup les calories dans l'idée de perdre du poids, le corps n'a pas le choix, il doit aller piger, il doit aller dégrader sa masse musculaire. Alors, c'est à ce moment-là que le métabolisme de base s'abaisse. Ce qui veut dire que si vous repassez une journée, un autre dimanche pluvieux, à faire du Netflix, ben, votre corps va dépenser moins de calories à l'état de repos. Pourquoi? Parce qu'il a perdu de la masse musculaire. Ce qui contribue à maintenir le métabolisme élevé, on l'a perdu. Alors, imaginez-vous quand on fait le yo-yo plusieurs fois, on prend du poids, on perd du poids, on fait un régime hypocalorique, on va gruger dans la masse musculaire, on perd des muscles. Notre métabolisme de base s'abaisse. Quand on recommence à manger, on a très, très faim. Nos hormones de la faim, eux, ils ont été régulés à la hausse. Donc, on a très faim. On a même l'impression de ne pas avoir de faim, F-I-N. On a juste envie de manger. Mais notre métabolisme de base est abaissé. Là, on reprend du poids, on reprend du gras. Hein, quand on veut perdre du poids, on ne veut pas perdre du poids, on veut perdre du gras, on ne veut pas perdre la masse musculaire. Eh oui. Et là, même chose, même concept, parce qu'on ne connaît pas autre chose. On refait un régime en hypocalories. Le corps va encore aller piler dans ses réserves de muscles, ce qui va abaisser encore un petit peu plus le métabolisme de base. Et là, on repart de plus belle. C'est ce qui explique pourquoi, quand on fait à répétition plusieurs régimes hypocaloriques, notre métabolisme se retrouve très abaissé. Et ensuite de ça, on a beaucoup moins de masse musculaire. Et ça, c'est un problème. C'est ce que décrit souvent Dr. Lyon
quand elle dit que c'est extrêmement important d'avoir une masse musculaire bien active, bien en santé, bien développée. C'est là où c'est super important. Et Donc en 2017, voilà, donc plus oui, tu as de muscles, plus tu fais des exercices de résistance, plus tu vas développer cette masse musculaire qui est un grand consommateur des calories que tu as mangées, quelles oui, qu'elles soient, d'énergie, quelles qu'elles soient ou pas? Parce que est-ce que tu fais une distinction là entre les macronutriments issus des glucides et les oui. macronutriments issus des protéines et des lipides? Ben, évidemment, la masse musculaire, elle a besoin de protéines. Elle a Voilà. besoin de protéines. En fait, heu, le plus gros changement que moi j'aurais fait dans ma vie en 2018, c'est de changer mon alimentation, de pas viser les calories, mais de viser la qualité de mon Mmh. alimentation et de changer la répartition des macronutriments, donc de la nourriture qu'on mange en grande quantité qui apporte de l'énergie, des macronutriments, il y en a 3, les protéines, les lipides, les gras et les glucides, les sucres. Et les protéines, c'est ce qui doit aller en priorité dans l'assiette. Les protéines, ce sont les matériaux de construction, réparation du corps, mais surtout de la masse musculaire. Les muscles, surtout les muscles striés, les muscles qui fonctionnent avec une contraction que l'on contrôle. Un muscle strié, c'est un muscle que l'on contrôle. Quand je veux faire bouger mon biceps comme ça, c'est un muscle strié. Pour faire fonctionner l'estomac, il y a des muscles lisses, puis quand même qu'on se dirait, OK, contracte l'estomac, contracte, il n'y a pas de chance qu'on y arrive. Ça, c'est parfaitement autonome dans le corps humain. Les muscles striés, pour bien être fonctionnels, pour se densifier, ils ont besoin de 2 messages. Le premier, c'est de faire de l'entraînement en résistance, tel que tu l'as dit. L'entraînement en résistance, pour le bénéfice de tous, c'est un entraînement qui vise à déployer la force musculaire. On veut que le muscle se densifie. On veut que le muscle prenne du volume. Et là, c'est pas d'avoir des muscles de Monsieur Univers, là. C'est pas ça l'idée, mais c'est d'avoir un muscle qui va se densifier, se bonifier, qui va se définir, qui va prendre un certain volume. Ça, c'est les entraînements en résistance. Donc, on va utiliser des poids, on va utiliser des élastiques. On peut même se servir de son propre corps pour le faire. Quand on s'entraîne en résistance, et ça bonifie notre masse musculaire, mais pour y arriver, ça prend le deuxième facteur super important, la présence de protéines, mais en particulier certains acides aminés qui composent les protéines, qui sont essentiels. Et là, je vais le nommer, Marion, ne m'en veut pas, à mTOR. Ah, alors mTOR, c'est explique, le explique. mTOR, c'est le contremaître de chantier. En fait, moi, je le vois comme ça. mTOR, là, lui, il regarde, c'est lui qui a sous sa gouverne, si on multiplie les cellules de peau, il faut aller en renouvellement, les cellules du foie, parce que ce sont des cellules qui sont en constant renouvellement, les cellules du cœur aussi. Donc, est-ce qu'on fait de l'insuline? Est-ce qu'on fait des sucs gastriques? Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est mTOR qui décide. On grossit, on change, on recycle. mTOR, c'est le contremaître de chantier. Lui, il analyse s'il y a suffisamment de matériaux de construction pour faire ce qu'il y a à faire. C'est ça son rôle d'mTOR. OK. mTOR, c'est une structure protéique qui s'assemble si on a des protéines en quantité suffisante. Et là, je vais encore plus devenir précise. Il y a 20 sortes d'acides aminés différents. Parmi ces 20-là, il y en a 9 qui sont essentiels. Essentiels, ça veut dire que ces acides aminés doivent absolument provenir de l'alimentation. Le corps n'a pas la recette pour en faire. Fait que si lui en manque, il ne peut pas dire ah, je vais prendre un petit peu de ceci, je vais prendre un petit peu de cela, puis je vais en faire. Les 9 essentiels, on doit impérativement les prendre par la bouche et il doit en avoir en quantité suffisante et que pour que mTOR fonctionne, pour que mTOR construise les muscles, quand on fait de l'entraînement, c'est ce qu'on veut, construire nos muscles, il a besoin absolument, obligatoirement besoin de leucine. La leucine, c'est un acide aminé essentiel que l'on retrouve principalement dans la viande. Il y en a aussi dans certaines protéines végétariennes, dans moins forte concentration. Et il y a un deuxième acide aminé essentiel, c'est l'arginine. Donc, quand mTOR, quand on vient de manger, donc on a mangé des protéines,
Là, mTOR, il dit, OK, est-ce que j'ai assez de leucine? Est-ce que j'ai assez d'arginine? OK, parfait. Et là, quand il y a assez de protéines, il y a besoin de quelque chose d'autre. Il y a besoin d'un facteur de croissance. Il y a besoin de l'insuline. Il y a besoin de IGF-1. Il y a besoin d'un signal pour dire, on vient de manger, on est nourri, c'est sûr qu'on a plein de tout, donc on peut construire. Quand on veut faire de la masse musculaire, oui, ça nous prend des protéines, mais ça nous prend les acides aminés essentiels, leucine et arginine. Et ça prend un signal, un facteur de croissance comme l'insuline. Et là, mTOR a tout ce qu'il faut pour nous construire des beaux muscles. Alors, Alors, il faut s'entraîner, mais il faut manger des protéines. OK, mais alors, il y en a qui vont dire: «Moi, je veux surtout pas qu'il y ait un signal d'insuline. Dès qu'on Ah, provoque l'insuline, on se met en danger» et cetera. Tout ce qui est cétogène plus, plus. Donc est-ce que tu peux donner la nuance de ce ah, signal absolument. insulinique? Absolument. En fait, chaque fois qu'on mange, on relâche de l'insuline. Il faut ça. L'insuline, ça signale l'état nourri. On ne peut pas vivre sans insuline. Sans insuline, on meurt, OK? Donc, c'est pas on n'en veut pas, on n'en veut jamais. Le corps a besoin d'équilibre. Le Oui, corps a besoin d'être balancé. Le jeûne, c'est fantastique, c'est merveilleux. On a écrit un livre complet sur tous les aspects thérapeutiques de pratiquer le jeûne dans son quotidien. Mais on ne peut pas être constamment en période de non-alimentation. On a besoin d'équilibre. Donc oui, on a besoin de relâcher de l'insuline, mais en petite quantité c'est et ça. pas constamment. Puis on en a besoin de juste cette petite quantité-là qui donne à mTOR le signal de on vient de manger, tu as tout ce qu'il faut, c'est le temps de faire du renouvellement cellulaire, c'est le temps de construire des muscles, c'est le temps d'aller faire un muscle du cœur très fort et très en santé pour vivre longtemps, pour vivre en Mmh. jeunesse, pour vivre avec plein de vitalité, comme toi. Oui, et donc cette insuline, on a besoin d'un petit signal parce Oui, que, bon, elle permet de faire rentrer le glucose quand il y en a dans les cellules, mais quand il y a pas de glucose, est-ce que le signal d'insuline se développe quand même? Puisque les protéines, certaines protéines en contiennent peu, c'est par cette glycogénèse que ça va se fabriquer. Est-ce que tu peux donner ce mécanisme où même si je mange pas de glucides, je vais quand même avoir un signal d'insuline? OK. En fait, Que les gens s'y disons là retrouvent, tu comprends? Parce oui, que tout à fait. ouais, Prenons l'exemple fictif que l'on mange que du poulet. On mange juste que du poulet avec un filet d'huile d'olive. Il y a 0 g de glucides dans le poulet, il y a 0 g de glucides dans l'huile d'olive. Même si vous mangez jour après jour votre poulet et votre huile d'olive, votre glycémie va quand même être là. Elle va être basse et stable, mais elle va être maintenue. C'est pas parce qu'on rentre 0 g de glucides par la bouche que la glycémie tombe à zéro. Il va toujours avoir une glycémie en circulation. Et chaque fois qu'on mange, on relâche de l'insuline, même si on ne mange pas de glucides. Pourquoi? Parce que l'insuline signale l'état nourri. Ce qui est problématique, c'est quand on relâche de l'insuline en très grande quantité et qu'on en relâche très fréquemment. Alors oui, constamment, l'insuline vient cogner aux portes des cellules pour leur demander de récupérer du glucose de la circulation. Et les cellules, quand elles sont saturées, quand elles en ont trop pris, quand elles n'ont pas tout utilisé l'énergie qu'elles ont capturée déjà sous le signal de l'insuline, elles finissent par être résistantes à son message. Quand les cellules deviennent résistantes à l'insuline, elles laissent plus de glucose dans la circulation. Et quand le glucose reste élevé dans la circulation, c'est un message de danger. Trop de oui. glucose dans la circulation, c'est danger. Alors, qu'est-ce que le cerveau fait? Il réagit en demandant au pancréas d'augmenter la quantité d'insuline relâchée. Et c'est comme ça que se construit une résistance à l'insuline et une hyperinsulinémie. Dans un contexte où on mange très, très faible en glucides, que l'on mange une très belle portion de protéines, qu'on a un corps gras qu'on aime, qu'on ajoute, que ce soit de l'huile d'olive ou que ce soit du beurre, que ce soit du gras de canard, que ce soit des avocats, des olives, peu importe la source. Mais du moment où dans notre assiette, on restreint l'arrivée de glucides, on va quand même relâcher de l'insuline, mais une très
petite quantité, une quantité suffisante pour signaler à mTOR, le contremaître de chantier, qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir construire et réparer. Mais ça, c'est souhaitable parce qu'on veut densifier notre masse musculaire. On veut pas être en atrophie musculaire, on veut pas être en sarcopénie, on veut pas Eh que oui. notre corps manque de muscles. Et tu parlais de la leucine et tu disais qu'on en trouvait quand même un petit peu dans les végétaux, Oui, mais il un petit faudrait peu. en manger de telles quantités que, Exact. il y aurait trop de glucides associés à ces Absolument. protéines. Absolument. Les protéines végétariennes, elles ont la particularité de venir dans un aliment complexe qui contient aussi des glucides. Souvent, si on parle en particulier des légumineuses, c'est de l'amidon qu'il y a dans les légumineuses, ce qui fait en sorte que c'est un peu farineux. Donc, plus on augmente le volume de protéines végétariennes pour aller chercher une certaine quantité de leucine, évidemment que ça vient avec un multiplicatif de glucides ajoutés. Mmh. Donc, on entend souvent aussi que la perte musculaire, c'est une fatalité du vieillissement et j'en sais quelque chose étant dans ma Oui, 70e année. Est-ce qu'on peut inverser cette tendance, après 50 ou 60 ans? Et si oui, quels sont les leviers les plus puissants pour regagner du muscle, efficacement? ah, quelle belle question. En fait, il y a un principe, hein, le corps va pas entretenir ce qui lui sert pas. Et oui, Ah, tu as raison que plus on vieillit, plus, on il y a une décroissance de la masse musculaire naturelle, là, ouais. physiologique, Mmh. mais il y a aussi on peut avoir une décroissance musculaire à 30 ans. C'est pas nécessairement à 40, à 50 ou à 60 ou à 70. L'idée ici, c'est que plus vous allez entretenir dans votre corps quelque chose que vous avez besoin et plus votre corps va en prendre soin et plus votre corps va y mettre de l'énergie. Donc, évidemment qu'il n'est jamais trop tard. Il y a pas à un moment donné, dire: «Ah, il est trop tard là, je n'ai pas de muscles, j'en aurai pas». Non, il est jamais trop tard. Mais, il faut savoir que la masse musculaire est un peu sous la gouverne des hormones sexuelles. Donc, chez l'homme, la testostérone, c'est un signal puissant qui va demander aux muscles de se densifier. C'est un message fort. Et chez la femme, c'est surtout les estrogènes. Plus on vieillit, plus il y a une décroissance au niveau de la relâche de ces hormones sexuelles-là. On vieillit, notre phase de fertilité diminue, voire va disparaître à l'andropause, à la ménopause. Et ça, ce que ça fait, c'est que les muscles cessent de recevoir ce signal-là, de se forcer à se densifier. Donc ça, c'est un des premiers phénomènes qui se passe. Le deuxième, c'est qu'on devient aussi, heu, je vais dire physiologiquement résistant à l'insuline. Quand on est nous les femmes en périménopause et en ménopause, on devient résistant à l'insuline. Tou Physiologiquement, toutes les le femmes? corps toutes les Toutes les femmes, femmes? ça oui, exactement, toutes les femmes et c'est pas et là, d'où l'importance que quand au moment où on arrive en périménopause et en ménopause, on veut être métaboliquement en santé parce que le corps va déjà nous servir une résistance à l'insuline. Ça vient avec le vieillissement, ça vient dans le package quand on arrive à la périménopause et à la ménopause. Ça arrive un peu plus tard chez les hommes parce que l'andropause est un peu décalée par rapport à nous les femmes. La baisse de la testostérone, elle est très, 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 très lente à descendre. Les hommes restent fertiles très, très, très longtemps, contrairement à notre cycle à nous. Et donc, le fait d'être résistant à l'insuline, qu'est-ce que ça fait? C'est que les muscles reçoivent moins le message qu'ils doivent se densifier. Fait qu'il y a comme un double phénomène. Si je reprends l'exemple des femmes, on arrive à la périménopause, on a moins d'estrogène, l'estrogène descend progressivement, donc les muscles ont plus de difficultés à se densifier. On ajoute à ça le fait qu'on devient résistant à l'insuline et là, ça augmente la décroissance des muscles. Si on n'utilise pas nos muscles du tout, si on fait rien pour les densifier, pour les occuper, le corps va s'en débarrasser et la décroissance va être d'autant plus rapide. Mais si, à ce moment-là, on dit: «Non, moi, c'est pas vrai, moi, je ne D'accord. vieillis pas dès maintenant», de s'entraîner en résistance, en muscles, faire des poids, faire de la fonte,
et de la fonte progressive. Évidemment que quand on commence à faire de la musculation, c'est important d'y aller progressivement. On ne veut pas se blesser. Les blessures, c'est Bah oui, problématique. bah oui. Donc, on y va progressivement autant que possible avec un kinésiologue qui nous fait un plan qui est adapté à notre contexte, au temps qu'on a à y mettre, à l'équipement qu'on a accès et tout. On commence progressivement. On commence avec des 3 livres. Ensuite, on a des 5 livres. Après ça, on a des 7 livres. Après ça, on a des 10 livres, des 12 livres, des 15 livres. Vous me voyez? C'est-à-dire Et que là, progressivement, tu prends des oui, poids et tu fais. a- Oh, moi, je l'ai encore jamais abso- fait, je dois dire. ah, il faut, Enfin, je m'y Marion! mets. Moi, je fais du Oui, vélo, c'est vrai. Je fais un peu d'exercices excentriques, je sais pas si tu connais. Donc, on est, voilà, on fait un peu de pompe, on fait un petit peu de résistance quand même, mais pas les poids. Oh, moi, la salle, ça me saoulerait, mais hein. on peut se servir de son corps, hein. Ouais. Dans les trucs, dans les trucs qu'on peut faire à la maison, là, les squats, les fameux squats, Oui, alors les le squats, j'en fais. les squats, là, ça, c'est super important. Puis on peut juste prendre, des canages. On n'a pas besoin d'aller s'équiper, là. On peut prendre des canages à la maison. On peut prendre, des 5 litres d'eau, OK? Que l'on prend, que l'on colle sur notre corps, puis qu'on descend, puis on fait les squats avec le bidon d'eau et ça augmente le Ah le oui, poids. d'accord. Oui, Donc, on peut faire ça. tu te densifies au niveau du poids pour faire Absolument, tes squats. oui, absolument. Puis, il y a des squats qu'on utilise une barre avec des poids sur le dos, puis on descend, puis on D'accord, fait les squats. Les quadriceps, qui sont les muscles des cuisses, ce sont les muscles les plus forts du corps. C'est eux qu'on doit entraîner en priorité. Vraiment, là, d'accord. ah, moi, j'aime, moi, je vous donne mon truc à moi. Moi, je fais des squats de café. Donc, le matin, quand j'attends que mon café coule, au lieu de regarder Facebook, on le regarde trop de toute façon, là, ou Instagram, ou peu importe, là. Pendant le temps que mon café coule, je fais des squats et je compte mes squats et j'essaye d'augmenter d'un squat à chaque jour, à chaque 2 jours. Puis là, à un moment donné, j'arrête de le faire. Puis là, je me dis: «Oh non, faut pas». Puis là, je recommence. Puis là, on peut faire aussi des fentes. Donc, au lieu de faire des squats les pieds parallèles, on avance de même et on avance, heu, une fente, Ah oui, oui, je vois, oui, un tu lunge, avances. un Oui, lunge. d'accord, d'accord. Oui, oui, d'accord. Donc, c'est des façons et là, ça, on va travailler les muscles des jambes qui sont des muscles très forts. Ensuite de ça, l'autre exercice important, c'est celui qui est au niveau des épaules et de la poitrine. Donc, les push-ups, les fameux push-ups qu'on Push-up, peut c'est les adapter. pompes, hein, c'est ça? Les pompes, exactement. En France, on On dit peut les les pompes, parfait. On doit faire des pompes. Donc, on peut, si vous avez eu des blessures aux épaules, vous ah pouvez ouais, les moi, j'ai faire la sur le clavicule. mur. Oui. En 5, je suis morte, hein. Ben, mais si tu es capable d'en faire au sol, tu es spectaculaire. Il y a beaucoup de gens qui sont même pas capables d'en faire un. J'en fais 5. Vraiment. 5 et après, Wow! Wow! Mais on peut commencer au mur avec l'inclinaison, puis ensuite, oui, ça, c'est plus plus on facile, est oui. incliné. Oui, puis ensuite de ça, on Mmh. peut les faire sur les genoux. Et une fois qu'on est rendu à l'aise et qu'on a commencé à, vous allez voir, en les comptant, vous allez vous rendre compte que vos muscles se densifient parce que là, tu en fais 5. Mais si tous les jours, tu en faisais 5 et qu'une fois par semaine, tu montais de un, mais tu en ferais 6 et tu en ferais 7 et tu en ferais 8 et tu en ferais 9. Oui, oui, je vais voir parce que le livre de Gabrielle Lyon m'a motivée. Je me suis dit: «Oh, Oui. bon, il y a pas que le vélo parce que finalement, je muscle rien de là-haut, Mhm. donc va falloir quand même que je m'y mette». Je vais m'y mettre aussi, hein. Mais moi, Il je pense faut faire de la fonte. aux personnes qui souffrent, qui ont de l'arthrose, Oui, qui ont oui, déjà du surpoids, comment tu les motives à bouger parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont mal aux genoux, qui ont mal aux hanches, oui. Ça prend un qu'est-ce qu'elles peuvent kinésiologue. faire? Ouais. Ça prend un kinésiologue les kinésiologues ont une foule d'exercices adaptés Non, les aux genoux, aux kinésithérapeutes, épaules. les OK, kinésithérapeutes, parce que les oui. kinésiologues, c'est autre chose. Ah OK. C'est des Au tests Québec, neuromusculaires. Ah oui, nous, OK. c'est Non, au Québec, kinésithérapeute.
Mmh. parfait, parfait. Oui, exactement. Donc, on s'en choisit un, on lui donne tout notre pédigree, on lui dit que c'est quoi notre objectif. Nous, on veut s'entraîner en résistance, donc on veut densifier notre masse musculaire. C'est notre objectif numéro un, mais on a été blessé, on a de l'arthrose et tout ça. Et il fait des plans, il les revoit. C'est vraiment, il faut le faire. Il faut vraiment D'accord. le faire. On peut le faire en groupe parce que Ah oui! ça peut être coûteux de voir un kiné qui est pas forcément remboursé par la sécurité sociale et donc il y a peut-être des vidéos sur internet où, il y a des entraînements, des choses comme ça. Donc toi, tu dis quel âge que l'on ait, c'est jamais trop tard. D'ailleurs, Gabrielle Lyon le Jamais, dit aussi et jamais. on peut avoir des petits poids comme ça et puis commencer à faire, des squats, les compter, mais pas aller jusqu'à la tendinite, hein, parce que ça, à certain Ah, âge, ça peut aller vite, hein. oui, il faut vraiment se Faire respecter, attention. y aller Ouais. progressivement, c'est super important. C'est vraiment, vraiment important d'y aller progressivement et il faut que ça fasse mal, dans le sens Oui, c'est où ça. le lendemain, on doit se sentir, nous, on dit «raqué». Qu'est-ce que vous dites en France? Euh, Le lendemain, là, quand disons qu'on fait beaucoup de squats, quand on Bah, arrive je sais pour aller pas, à on la a des salle de bain, courbatures. On a des courbature, courbatures. voilà. Ah, Nous, on d'accord. dit raqué. On Ah, est raqué. raqué, oui. Donc, On est raqué. Ah, c'est il marrant. faut avoir des courbatures. Parce que quand on a des courbatures, ça veut dire qu'on a sorti le muscle de sa zone de confort, on lui a fait un stress métabolique, on lui a fait un stress d'entraînement et il y a même des micro-déchirures à la surface des muscles et c'est à travers ces micro-déchirures-là que le muscle et le corps perçoit et le cerveau analyse. Oh, lui, il sert, là, il faut le densifier. Et là, regarde bien, Marion, une autre notion ultra importante d'avoir des muscles forts et densifiés. Les muscles sont attachés sur des ligaments et les Mhm, ligaments sont attachés à nos os. mhm. Comment on densifie nos os, selon toi? Bah, par la résistance aussi. Oui, parce que si notre muscle est super, super fort, puis il tire fort sur les ligaments, il faut que l'os auquel le ligament est attaché soit suffisamment fort pour pas casser. Eh Donc, oui, si on veut envoyer le message au corps de densifier la masse osseuse, il faut avoir des muscles forts et entraînés, d'où l'importance de faire des petits poids. d'accord. Mais ça, je vais m'y mettre. Donc finalement, les muscles sont l'organe de la longévité. Ah, absolument. On dit souvent que les muscles, ce sont les REER, donc c'est les épargnes retraite pour, oui, gagner en âge, mais de rester jeune, de garder de la vitalité, de garder de l'autonomie et de pouvoir, souvent les gens, vont repousser beaucoup de trucs à la retraite. Ah, on va voyager quand on sera à la retraite. Ah, on va s'acheter une maison hors de mer à la retraite. Ah, on va faire on va faire de la randonnée à la retraite, mais s'ils ne sont pas ils ne ils ne se sont pas occupés de leur masse musculaire, de leur masse osseuse, quand ils arrivent au moment de la retraite, ils peuvent pas voyager. Ils sont pas capables de marcher les longues distances en Europe pour voir les cathédrales et tout ça. Ils sont pas capables de monter les montagnes, ils sont pas capables de prendre leur bagage à main et de le mettre dans le Oui, oui, oui. Et les endroits appropriés pour ça, ouais, les porte-bagages, ouais. les Ouais, porte-bagages. ouais. Donc, Mais tu vois, moi, je vois beaucoup de jeunes, bon, quand ils sont pas obèses, ils sont très fins, ils ont pas beaucoup de muscles et ah oui, ils ont la trottinette, il y a plein d'éléments qui ils font que ça prennent la marche plus. voiture, ils marchent Voilà, pas, ils prennent pas voilà. Ils sont l'escalier. derrière l'ordinateur à jouer à des jeux et Oui, c'est comment vont-ils vieillir? Parce qu'ils ont déjà une masse musculaire très pauvre dès le départ, oui. hein? En fait, ils vont même pas se servir
de la facilité de construire de la masse musculaire. Plus on est jeune, plus on a de la facilité pour construire de la masse Bah musculaire. oui, Pourquoi? Parce qu'on est plein de testostérone, d'estrogène, de progestérone. On n'est pas résistant, à moins d'être sur le spectre de la résistance à l'insuline, là. Mais sinon, plus on est jeune, plus on a un métabolisme qui est encore en santé. Il n'y a pas eu 10 ans, 15 ans, 20 ans de sévisme, de mauvaise alimentation et de régime yo-yo, où est-ce qu'on a fait des régimes hypocaloriques, on était grugé dans notre masse musculaire. Donc, quand on est jeune, les signaux sont forts, c'est facile de densifier la masse musculaire, la masse osseuse. Et si on n'utilise pas ce temps-là, ben c'est plus tard, on va devoir travailler encore plus fort. eh oui, eh oui. Mais Et il n'est moi, jamais trop tard, il n'est jamais jamais trop trop tard. tard. Bon, Non. il y a plein de sports ludiques comme le ski. Moi, j'ai fait beaucoup de wake parce que j'habite au bord de la mer. Et le wake, tu vois, tu es en traction derrière un bateau. Pour ça Oui, qu'heureusement, j'avais une bonne musculature, mais comme j'en fais plus, il va falloir que je trouve autre chose de ludique parce que moi, faire de la salle, ça m'amuse pas du tout. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui n'ont pas du tout envie d'aller en faire, mais trouver quelque chose de ludique pour entretenir cette résistance musculaire. Alors, oui, on a compris que Gabriel Lyon dit que les muscles lactiques sont le premier régulateur du glucose, oui, mais dans un contexte d'insulinorésistance et de syndrome oui, métabolique, oui. comment inverser le phénomène grâce aux muscles? Comment tu fais? Quand la personne est Ah, déjà résistante à l'insuline, elle a un syndrome métabolique, c'est-à-dire elle a de l'hypertension, elle est en surpoids, tu vois? quand nous sommes sur le spectre de la résistance à l'insuline, que l'insuline, elle est très, très élevée, même à jeun, même quand ça fait 12 heures, 14 heures qu'on n'a pas mangé, si l'insuline, elle est encore très élevée, nos cellules sont résistantes à l'insuline. Évidemment que plus on est bien avancé sur ce spectre-là, ben, on n'a pas certaines cellules de notre corps qui sont résistantes et d'autres qui ne le sont pas. T'sais, le foie est résistant à l'insuline, mais pas les muscles, pas du tout. Puis en fait, c'est d'ailleurs un débat, hein, je ne sais pas si tu savais, Marion, que c'est un débat chez les experts de la résistance à l'insuline. Et tout le monde se lance la balle pour dire c'est le foie le premier qui est résistant à l'insuline. Non, c'est les muscles le premier qui est résistant à l'insuline. Puis il y a Eh oui, c'est un puis ensemble, il y, a hein. il y a d'autres gens qui vont dire que c'est la masse graisseuse. Donc, l'idée se tourne autour des trois. Qui a raison, c'est peu important. Qui est le premier à devenir résistant à l'insuline? En toute transparence, c'est pas pertinent. On veut pas être résistant à l'insuline. On veut être sensible à l'insuline. On veut être flexible C'est ça, métaboliquement. On veut que c'est notre ça. corps puisse Mmh. utiliser n'importe quoi comme carburant en fonction du contexte dans lequel il est. Si on est résistant à l'insuline, première des choses, il faut changer son alimentation. Il faut Ah ouais. remettre les protéines en premier, il faut ajouter un bon gras, il faut manger des légumes qui poussent au-dessus de la terre, toujours en respectant la satiété. Moins on met de glucose par la bouche qui rentre dans la circulation, plus la glycémie va se stabiliser. Ça va donner une pause au pancréas. Moins le pancréas a besoin de relâcher de l'insuline et plus les cellules vont redevenir tranquillement pas vite sensibles à l'insuline. Et là, les muscles, leur rôle. Les muscles, là, ce sont des vraies éponges à glucose. Les muscles, là, ils vont toujours choisir en priorité le glucose. Souvent, on parle dans les marathons qu'il y a une glucodépendance. C'est-à-dire que si on commence un marathon avec des gels de glucose, il n'y a aucune chance qu'on puisse terminer le marathon sans les apports réguliers en glucose parce que les muscles, aussitôt qu'ils n'en auront plus, ils vont faire la grève. Ils sont dépendants à l'apport en glucose. Savais-tu, Marion, qu'il y a des gens qui ont fait des marathons à jeun? En Bien jeûne. Et sûr. savais-tu qu'il y a des gens qu'il y a plusieurs personnes qui font des marathons en mode céto, c'est-à-dire avec aucun apport en sucre rapide comme le glucose. Donc, ça se fait. Mais du moment où on met du glucose dans l'équation, les muscles deviennent glucodépendants et il y a une dépendance directe. S'il n'y en a pas, ils arrêtent de fonctionner. Comme les muscles sont des éponges à glucose, le fait de les utiliser dans un processus de renversement du syndrome métabolique, de la résistance à l'insuline, de l'hyperinsulinémie, mais plus on va densifier nos muscles, plus on va les utiliser, même après les repas. Hein, c'est un truc, ça. On peut, dès la fin d'un repas, aller prendre une marche.
une marche active. On peut même avoir des très petits poids, des 2 livres, des 1 livre qu'on a dans les bras comme ça. Puis on va faire, au début, on va marcher seulement 1 kilomètre, puis après ça 2 kilomètres, puis 3 kilomètres. Et quand on fait cette marche-là post-repas, les muscles vont aller récupérer en priorité le glucose qui circule et ça aide à réguler la glycémie. Plus la glycémie elle est stable, moins le pancréas a besoin de relâcher de l'insuline. Et Mmh, c'est comme ça que les cellules retrouvent leur sensibilité. mmh. Alors oui, les muscles participent avec le corps à retrouver la sensibilité à l'insuline. Et tu vois, j'ai essayé une chose P, tu sais, dans son, Glucose Goddess, Oui, je trouve que ça a été une des personnes à mettre en exergue le fait d'aller faire le tour du pâté de maison après le repas, alors que moi, de mon temps, on me disait: «Oh là là, il faut pas couper la digestion, il faut pas faire d'exercice après le repas», tu vois? Donc on nous oui. a encouragés pendant des décennies à surtout peut-être faire une sieste, faut laisser toute l'énergie pour la digestion et maintenant, on nous dit: «Ben, vas-y, hein, tu peux porter des poids, aller marcher», tu vois? Tu vois comment les préjugés qu'on nous a donnés étaient faux? Il y a beaucoup de paradigmes faux et heureusement qu'on commence à les mettre en exergue et à les à permettre d'être dans une réalité physiologique parce qu'on n'avait pas les capteurs, les éléments pour le contrôler ça, tu Mais vois? mais tu vois, je pense qu'il y a 40 ou 50 ans, la réalité était différente. Il y avait pas les collations, il y a qua les snacks, il y avait pas ça il y a Oui, 40 ou 50 ans. oui, Il y avait pas autant de restauration, il y avait pas autant d'huile très, très transformées, raffinées, les fameuses huiles de canola, l'huile de pépins de raisin, l'huile de cartame et tout ça. Il y avait pas on baignait pas dans ça, on était c'est beaucoup vrai. plus dans une alimentation ancestrale. Les gens étaient pas aussi en surpoids ou obèses et à un si jeune âge, il y avait beaucoup moins de diabète. Donc, Ouais. je pense que contextuellement, peut-être qu'à ce moment-là, s'il y a pas tant de glucose que ça qui circule, on n'a peut-être pas besoin de le gommer avec des muscles actifs. Mais de nos jours, et avant, les gens il y avait pas toujours des voitures, les gens marchaient, prenaient le vélo pour aller au travail. Aujourd'hui, on travaille à 1 heure de route. Évidemment que c'est pas pensable de pouvoir prendre d'y aller à la course. Jadis, il y a 30, 40 ans, les gens travaillaient plutôt ils choisissaient une maison près de leur endroit où ils travaillaient. En fait, on le voyait plus qu'aujourd'hui. Et tu vois, c'est Je crois marrant, que le contexte est un peu différent. oui, le c'est est différent et bon, moi, je prends des taxis à Paris et je discute toujours avec mes chauffeurs de taxi. J'adore ça parce qu'ils sont tellement en relation avec les gens et tout et je leur dis: «Mais alors, vous êtes quand même toute la journée dans votre voiture, est-ce que vous faites de l'exercice?» À chaque fois, je ne sais pas si c'est une synchronicité, mais à chaque fois, je tombe sur des chauffeurs de taxi qui font du sport, qui font de l'exercice, qui ont compris que le gluten et les céréales, c'était toxique pour eux, qui boivent de l'eau. Je Wow! suis très étonnée à chaque fois, hein, de tomber sur des chauffeurs de taxi. Bon, c'est vrai qu'ils ont une quarantaine d'années, c'est souvent cet âge-là, hein, qu'on voit le plus et ils se prennent en main, ils se laissent plus faire, ils écoutent, et ça, je trouve que c'est très bah, ça me crée un peu d'optimisme parce que, Oui, quand tu vois comment le monde va, tu peux être pessimiste et ben non, il y a des jeunes maintenant qui se prennent en main, qui vont absolument. chercher l'information, qui vont peut-être écouter notre podcast. Donc messieurs et mesdames les chauffeurs de taxi, faites de l'exercice parce que vous êtes assis toute la journée dans votre voiture. Arrêtez-vous peut-être toutes les heures et j'ai vu qu'il suffisait de faire 10 squats toutes les heures, tu vois? Pour que ça soit bénéfique pour toi. Tu vas entretenir ta musculature, tu vas avoir un shoot hormonal, peut-être de testostérone, tu vas augmenter tes muscles et tu vas te sentir bien, quoi. Et quand tu es Un fatigué autre truc, ouais. ah oui, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. En fait, tu Non, me parce fais que penser moi, que je sais que le repos me fatigue et quand je suis fatiguée, bah, justement, je vais bouger et le fait de bouger me défatigue. Ça, faut pas oui, oublier ça. Parce que mesdames, parce que vous êtes beaucoup de femmes qui m'écoutez, réellement, si vous êtes fatiguées, bougez, forcez-vous, même s'il oui. pleut, sortez et vous allez voir que vous vous sentirez mieux après. Ça, c'est très important. Souvent on dit: «Ah, je suis fatiguée, je vais y aller, mais je vais faire quelque chose de plus petit».
Fait qu'au lieu de marcher 5 kilomètres, je vais n'en marcher qu'un, mais je vais y aller. Et une fois qu'on est dehors, une fois qu'on est parti, c'est parti. On oublie, puis on finit le premier kilomètre, puis on dit: «Ah ben, finalement, je suis capable de continuer». Puis il faut ce qui est le C'est plus dur, ça, c'est mettre ses souliers. le premier Heu, pas. Mmh. je je veux parler de quelque chose qui est super important, quand on densifie notre masse musculaire. Quand on fait du sport, on relâche des endorphines. Mmh mh. L'endorphine est un neurotransmetteur qui fait qu'on se sent calme et bien. OK? C'est pas le neurotransmetteur du bonheur, c'est pas le neurotransmetteur du plaisir, mais c'est un neurotransmetteur, dans le fond, qui aide le corps à récupérer post-entraînement, mais qui fait qu'on se sent bien. Quand on s'entraîne et qu'on relâche de l'endorphine, on a beaucoup moins besoin de la nourriture Oui, extérieure pour se oui. réconforter à l'intérieur. Donc, c'est un moyen efficace aussi pour, colmater le fameux dialogue qui existe souvent, en tout cas, qui existe dans ma tête à moi, de dire: «Ah oui, j'ai envie de tel truc. Ah, mais c'est pas une bonne idée. Ça va me faire relâcher trop d'insuline. Oui, mais ça serait tellement bon. Oui, mais aujourd'hui, je le mérite». Donc, ce genre de dialogue-là qui souvent arrive, mais quand on relâche de l'endorphine, là, Oui, c'est ça, silence, on se sent bien. c'est ça. Donc c'est moi je sais qu'en ancienne boulimique, l'ennui est un élément Un très, puissant très déclencheur. puissant avec l'alimentation Oui, et quand absolument. on mange avec peu de glucides, ce qui est mon cas maintenant, j'aurais aimé découvrir ça beaucoup plus tôt. Eh bien, déjà comme on a une satiété, on n'a pas forcément cette envie de manger. Même si on veut se faire Absolument. plaisir, tu vois? On dit: «Bon allez, c'est pas grave, tu bois un verre d'eau, tu peux attendre», tu vois? C'est des petits trucs comme ça qu'on déploiera au fur et à mesure de nos podcasts parce que je trouve que c'est important notre relation à la nourriture, Ah oui, au sevrage. Le oui. sevrage, c'est complexe. On en parlera dans un prochain podcast, hein? Parfait. Avec grand Voilà. plaisir. Donc je pense qu'on a compris donc là j'avais pris quelques notes donc le professeur Chris Van Loon, qui est l'équivalent du professeur Ben Bikman, pour les protéines, il montre que les protéines végétales ne stimulent pas autant l'anabolisme musculaire que les protéines animales, hein. Et est-ce qu'on peut compenser ce déficit, par une stratégie alimentaire bien pensée ou la biologie humaine est-elle naturellement plus adaptée aux protéines animales? Et on en revient à l'homme du paléolithique, tu vois? Oui, en personnellement, à la lumière de tout ce que je sais, à la lumière de tout ce que j'ai lu, j'assiste à des conférences, plusieurs fois dans une année, dans plein de domaines connexes à la santé métabolique, parce que ça m'intéresse, puis le corps, c'est complexe et quand on isole une voie métabolique, on oublie que le corps, c'est comme une grande quantité de spaghettis cuits. On peut pas juste tirer un spaghetti puis que tout le reste, vous savez, si vous tirez un spaghetti, tout vient avec. On peut pas isoler une voie métabolique puis juste dire: «Ah ben oui, on va la contrôler elle». Non, elle contrôle un qui contrôle l'autre, qui est rétro-contrôlé par en arrière. Donc, faut voir le corps comme quelque chose de merveilleux. Il cherche l'équilibre, donc C'est faut ça. lui donner. Faut lui donner de l'activation, faut lui donner des pauses, faut le nourrir, faut lui donner du temps de jeûne. Il faut faire il faut faire de la construction, il faut faire du recyclage, il faut faire du nettoyage, faut avoir de l'équilibre. Oui. Et à la lumière de tout ce que j'ai lu sur les protéines végétales animales, je j'ai décidé pour ma personne que les protéines animales, c'était ce qui était le mieux pour moi. Évidemment que nos ancêtres ont pas évolué en mangeant du tofu. Ils Mmh. ont pas Non. mangé des lentilles, ils ont pas mangé des pois chiches, surtout au Québec, là, c'est tout récent, là, qu'on a ça dans nos épiceries, là, puis là, les gens vont dire: «Ben oui, mais ça fait 30, 40 ans», mais c'est tout récent, ça fait Oui, tout pas à fait. 200, 300 ans, donc et c'est tout récent et évidemment que nos ancêtres ont évolué avec les animaux de la ferme, avec les animaux de la chasse, avec, le fromage, le beurre qui était fait avec le lait de la vache, avec les œufs de poule. Donc, on a évolué, comme ça. C'est tout nouveau l'avènement du mouvement végétarien.
Est-ce que c'est possible de faire de la masse musculaire en mode végétarien? Oui, absolument. J'ai quelques influenceurs dans mon compte Instagram que je suis parce que ils font des beaux entraînements. J'aime ça. Moi, j'adore l'entraînement. Donc, puis j'aime ça voir différentes méthodes, différents exercices, comment peaufiner, affiner, tout ça. Donc, et j'en connais. J'en connais des gens qui sont végétariens qui arrivent, mais ça demande des stratégies. C'est beaucoup plus compliqué d'y arriver en mode végétarien qu'en mode omnivore ou en mode carnivore. En mode carnivore, on n'a pas besoin de se casser la tête. On mange de la viande, on varie nos coupes de viande, on mange des abats si on aime ça. En fait, on devrait manger des abats parce que c'est Ah, ben une voilà, multivitamine puissante, les abats, dedans. c'est Ouais, fou. Donc, mais on n'a pas besoin de se casser la tête. Quand on mange des protéines animales, on a tout. On a tout le spectre des acides aminés essentiels en bonne quantité, en grande quantité. Ça nous amène de la satiété, hein. Les, L'atout numéro un des protéines, autre que d'être des matériaux de construction et réparation, c'est que les protéines amènent un très haut niveau de satiété. On ouais, relâche c'est des ça. hormones de satiété quand on mange des protéines. Quand on mange des protéines végétariennes, c'est moins vrai. Parce que dans les protéines végétariennes, il y a aussi l'apport en glucides que tu mentionnais avec beaucoup de génie tantôt. Oui, ça vient avec des glucides, ça vient avec des fibres et ça ne contribue pas nécessairement à la satiété. Et ce que ça va faire, c'est que la concentration de protéines dans une protéine végétarienne, elle est moindre. Et dans les végétaux, il y a aussi des antinutriments. Les antinutriments, ce que ça fait, c'est que ça empêche le corps de récupérer de façon efficace les nutriments. Et ça va faire en sorte que si on mange des protéines végétariennes, on doit augmenter le volume. Parce que s'il y a 40 grammes de protéines dans une protéine végétarienne, le corps va en récupérer à peu près 30-32 grammes. Donc, si on a besoin de 40 grammes, il faut augmenter le volume. Mais si Et on puis c'est augmente des le volume, on centaines de augmente les glucides. ouais, c'est des centaines de grammes par exemple, de quinoa ou autre Ah pour oui, avoir oui, c'est des volumes, l'équivalent c'est des lucide gigantesques et de volumes glucides et de glucides et de lectine et et d'antinutriments. d'oxalates. Enfin, il y a beaucoup, Exactement. beaucoup de choses qui sont. Moi qui ai un intestin extrêmement fragile, Ouais, je me suis débarrassée de tous ces aliments-là. Je mange des légumes, oui. hein, mais Ah tous oui, bien ces sûr. trucs, lentilles, pois chiches, tout ça, je ne mange pas et qu'est-ce que je vais mieux! Oui, Mon Dieu! Et il faut pas oui, oublier que il y a même pas 200 ans, peut-être un peu plus, on allait à pied, on allait à cheval. oui, oui, Le vélo est assez récent aussi. Je sais plus, oui, ouais, je regarde la date du vélo. Donc on se bougeait, on faisait beaucoup d'exercices physiques obligatoires oui. parce qu'on ne pouvait se déplacer qu'avec nos pieds ou qu'avec un cheval. Et moi qui ai beaucoup aimé ce sport, croyez-moi, vous êtes C'est essoufflé, sportif. c'est très sportif. Vous avez des courbatures quand vous remontez à cheval parce qu'il y a des muscles qui ne travaillent jamais autrement. Ça fait beaucoup les abdos, c'est un très bon sport aussi, hein, donc enfin bon bref, on se bougeait et là je trouve qu'il y a un grand drame aujourd'hui, c'est que les jeunes ne bougent plus, les vieux non plus. Beaucoup Les moins, vieux, ils sont assis sur effectivement. leur chaise, ils sont à la retraite, ils voyagent, OK, mais ils vont d'un bateau à un bus, ils piétinent pour voir des musées et hop, on rentre dans la boîte, on remange et voilà. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut vieillir avec de la vitalité, c'est ce qui est mon cas, avec de la bonne santé, avoir mal nulle part, Mhm. quelle merveille! Avoir toute sa tête. Heu, on en parlera la prochaine fois de ces problématiques liées au diabète de type 3 et cetera, quoi. Ah oui, avec Voilà, plaisir. ouais. J'adore. Donc finalement, on peut dire que le muscle-centric médecine qui est très populaire aux États-Unis, elle est en voie de devenir la clé réelle de la guérison métabolique et de la longévité. De la longévité, certainement. De la longévité, notre masse musculaire, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va vivre jeune. Mmh, c'est ça et donc on vous donnera des petits trucs petit à petit sur la nourriture. Alors je voulais dire aussi que tu seras présente à notre congrès qui a lieu Oui, le 31 mai et 1er à Toulon. Même, absolument. malgré toute l'actualité un petit peu bouillonnante de ces temps-ci, je pense que tout ira bien. Ah, bien Ce sûr. ce congrès s'appelle «Le futur est dans l'origine»,
J'ai même tapé sur Google, il est déjà mis sur Google. Sinon, vous allez sur notre site vitaliseurdemarion.fr dans la boutique et il y a un onglet pour s'inscrire. Il n'y a que 700 places, il y en a déjà plusieurs centaines de vendus. Edgar Morin, si Dieu lui prête vie, parce qu'il aura 104 ans au mois de juin. Oui. Et lui, alors, il est des paluches, il est encore musclé, tu vois. Et on voit que son ossature et sa musculature étaient puissantes. C'est pour ça qu'il a aussi une belle longévité. Il mange selon mes conseils. Et donc, il sera parmi nous. Bien sûr, vous serez parmi nous. On va faire une magnifique table ronde. Il y aura Anthony Berthoud également. Ça va être très riche. Et il y aura des sociologues, des anthropologues, des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir dans nos congrès et qui sont extraordinaires. Moi, je suis très, très contente de partager ça avec vous. Donc, vous serez avec nous pour ces 2 bons moments. Au mois de mai, tu verras, à Toulon, c'est merveilleux, on est au bord de la mer. C'est une très belle salle en amphithéâtre, c'est un beau théâtre que les frères Berling nous ont mis à disposition. Donc, il y aura plein de choses dans ce congrès, tu verras. On a Voilà. très, très hâte. Bon, mais écoute, je te remercie, Sophie, de ces petits Avec grand échanges plaisir. et on en fera d'autres. On va voir quel focus ou vous posez-nous vos questions. Ah, absolument. Vous pouvez dans les commentaires, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, mettez-les nous, mettez un petit pouce après la vidéo parce que ça fait monter l'algorithme qui va présenter ce podcast à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas forcément. Hein. Ça nous rapporte rien, hein. Franchement, nous on fait ça pour le goût du partage parce que moi j'ai passé La ma vie à mission. étudier et j'aime partager mes connaissances et vous donner peut-être des solutions de vie, non pas de survie mais de vie en bonne santé. Donc voilà, merci de votre écoute et je vous dis à la prochaine fois. Bye À bye. bientôt. À Bye bye. bientôt.